Le gouvernement a adopté lundi 26 décembre en Conseil des ministres le projet de loi de finances rectificative exercice 2024. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres, le projet de loi de finances rectificative exercice 2024 a été élaboré dans le respect du principe de sincérité budgétaire et de transparence dans la gestion des finances publiques. Bien entendu que l'économie togolaise est impactée par des incertitudes économiques sur le plan sous-régional, régional et international. Au terme du premier semestre de l'année 2024, l'activité économique nationale devrait s'inscrire en hausse avec une croissance prévue à 6,6% contre 6,4% en 2023. Mais compte tenu des défis liés au resserrement des conditions de financement, les prévisions budgétaires initiales de l'exercice 2024 ont été revues et les économies réalisées ont été affectées aux dépenses d'urgence. En conséquence, le projet de loi de finances rectificative exercice 2024 porte le budget de l'État à 2 250,6 milliards de francs CFA en charges et en ressources contre 2 179,2 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale. Ainsi, le budget connaît une augmentation de 3,3% correspondant à 71,4 milliards de francs CFA. Cette hausse permettra la poursuite de la mise en œuvre des réformes structurelles et des politiques de développement en lien avec la feuille de route 2025, tout en renforçant la lutte contre le terrorisme, peut-on lire dans le compte-rendu du Conseil des ministres. Le gouvernement togolais a harmonisé les tarifications notariées. La décision rendue publique récemment a été prise lors du dernier Conseil des ministres. Cette réforme, à l'égard des services notariaux, étant en perspective depuis plusieurs années, a pour objectif d'harmoniser les pratiques notariales sur l'étendue du territoire national. Le test de cette harmonisation a été fait en concertation avec la Chambre nationale des notaires. Cette nouvelle disposition vient mettre fin aux inégalités des tarifs observés dans le milieu notarial togolais. Le dit test prévoit non seulement des rémunérations fixes sur certains actes notariels, mais aussi des rémunérations qui peuvent varier en fonction des actes. Ce nouveau test abroge le décret de 1960 qui est aujourd'hui jugé obsolète face aux évolutions économiques et juridiques. Tout ceci met les tarifications des actes notariés togolais en conformité avec les standards de l'Union monétaire ouest-africaine. Selon certains, cette nouvelle mesure permettra dans un premier temps de renforcer la transparence dans la profession notariale et dans un second temps d'améliorer la sécurité juridique des transactions pour non seulement les particuliers mais aussi les entreprises. Rappelons que l'harmonisation de la tarification des actes notariés s'inscrit dans le cadre des efforts qui visent à favoriser le climat des affaires et à le rendre plus attractif sur l'étendue du territoire togolais. L'économie togolaise maintient son cap avec une croissance projetée à 6,3% en 2024 selon les conclusions de la dernière session annuelle du Comité national de crédit CNC. Le Togo, qui avait projeté un taux de croissance économique de 6,6% pour 2024 après 6,4% en 2023, a dû revoir cette prévision à 6,3% en raison d'une consolidation moins soutenue que prévue dans les secteurs secondaires et tertiaires. La croissance économique du Togo maintient son niveau grâce à trois aspects. Des progrès notables ont été enregistrés au niveau de l'inflation où le taux moyen a baissé à 3,4% à fin septembre 2024 contre 5,7% sur la même période en 2023 grâce à la baisse des prix des produits alimentaires sur les marchés internationaux et la stabilité des prix des carburants. Ensuite, la dette publique qui reste également maîtrisée, représentant 64% du PIB à fin juin 2024, renforçant ainsi le cadre macroéconomique favorable au développement. Et enfin, le financement de l'économie qui a progressé en 2024, témoignant de l'engagement des banques et des institutions de microfinance à accompagner la croissance. 645 milliards de francs CFA de nouveaux crédits ont été octroyés par les banques au cours des 9 premiers mois, soit une hausse de 10% par rapport à 2023. Les microfinances ont accordé 218 milliards de francs CFA, un niveau stable par rapport à l'année précédente. Les financements par facturation à crédit bail ont également connu une progression significative avec des hausses respectives de 37,5% et 22%.
Des réactions continuent d'affluer après le drame de l'effondrement du tablier de la passerelle piétonne d'Aguazongo. Parmi ces réactions se trouve celle du chef de l'État, Faure Gnassingbé. En effet, quelques jours après l'effondrement de la passerelle occasionnant des morts et des blessés, le président de la République exige la mise en place d'une commission d'enquête pour faire la lumière sur les circonstances de cet accident et situer les responsabilités administratives et contractuelles dans la construction de l'ouvrage. Rappelons qu'en s'effondrant sur la chaussée, le tablier de la passerelle a écrasé le camion semi-remorque qui l'a percuté, ainsi qu'une voiture et 2 tricycles affectés au transport de personnes, occasionnant 8 morts et 3 blessés graves. Selon les autorités, les entreprises chargées de la construction de l'ouvrage sont convoquées et écoutées par la police judiciaire. Quant aux dirigeants de la société et propriétaire de la semi-remorque, il est actuellement placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Il faut aussi souligner que les victimes et les familles concernées bénéficieront d'un accompagnement adéquat de l'État. Un tribunal ougandais a rendu un jugement historique en ordonnant au gouvernement d'indemniser les victimes des crimes de guerre commis par Thomas Kwoyelo, un commandant de l'armée de résistance du Seigneur. Chaque victime recevra jusqu'à 10 millions de shillings ougandais, environ 2740 $. Kwoyelo, un commandant de niveau intermédiaire de la LRA, a été condamné en octobre à 40 ans de prison pour des crimes graves, notamment le meurtre, le viol, la réduction en esclavage, la torture et l'enlèvement. Jugé indigent et incapable de verser des réparations, le tribunal a imposé cette responsabilité au gouvernement, soulignant que l'ampleur de ces atrocités reflète un échec de l'État à protéger ses propres citoyens. Sous la direction de Joseph Kony, la LRA a terrorisé le nord de l'Ouganda pendant près de 2 décennies. Des vents violents, à plus de 220 km/h. Lors de son passage au Mozambique, le cyclone Chido s'est abattu sur la province de Cabo Delgado, où vivent environ 2 millions de personnes. De nombreuses maisons, des écoles et des établissements de santé ont été partiellement ou complètement détruits. Dès le lendemain, une opération de reconstruction et de nettoyage a été lancée. Selon un porte-parole de l'UNICEF au Mozambique, les habitants risquent d'être privés d'écoles et de centres de soins pendant plusieurs semaines. Les autorités mozambicaines, quant à elles, ont mis en garde contre le risque élevé de glissement de terrain. Dans la ville portuaire de Pemba, les personnes sinistrées ont été accueillies dans des centres d'hébergement. Depuis quelques années, les cyclones observés dans le sud-ouest de l'océan Indien et en Afrique australe sont de plus en plus violents. Aux Comores, le passage du cyclone Chido n'a fait aucun mort. Malgré les dégâts matériels, le plus dur a pu être évité, estime le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani. Exprimant sa solidarité avec la population de Mayotte, le président a décrété une semaine de deuil national. Et surtout que sur le plan humain, il n'y a pas eu de dégâts humains. Ça, c'est le plus important. Les dégâts matériels, c'est des choses qui arrivent. Que ça des cyclones ou pas, ça arrive à tout instant. Maintenant, il y a 2 choses à faire. D'abord, appuyer les gens qui ont été impactés par ces dégâts de toutes les îles. Et c'est pourquoi, encore une fois, il y a cette occasion pour dire à nos frères maorais qu'ils ont notre sympathie et notre solidarité morale et physique par rapport à ce qui s'est passé. Mayotte, 101e département français, abrite une forte communauté comorienne. Alors que la communication reste impossible dans certaines zones, Mahorais et Comoriens sont unis dans la détresse. La violence des gangs a défiguré Haïti, forçant des milliers de personnes à fuir leurs maisons, notamment à Port-au-Prince, où 85% des quartiers sont désormais contrôlés par les groupes armés. Face à cette crise, les femmes particulièrement vulnérables sont confrontées à des traumatismes lourds. Esther Josiane Mateigne, psychologue, souligne l'impact des déplacements forcés.
Avec la montée en puissance des gangs, de nombreuses personnes sont forcées de quitter leur maison pour chercher des endroits plus sûrs. Pour ceux qui vivaient depuis 14 à 16 ans dans un quartier où ils avaient construit leur vie et tissé des liens communautaires, c'est une expérience extrêmement stressante. Au cours de ces ateliers de l'UNESCO, financés par le Global Media Defense Fund et le département d'État américain, les femmes réalisent des exercices comme la thérapie cognitive et la méditation pour traiter les traumatismes et l'anxiété. Ils m'ont appris à gérer mon stress et à sourire même quand il revient. Ils m'ont aussi appris à mieux contrôler mes émotions. Toutes ces séances ont vraiment été bénéfiques. Avant, je ne savais pas que ces exercices pouvaient être si efficaces. Certainement, je ne repartirai pas comme je suis arrivée. Selon le dernier rapport de l'ONU, la montée des violences depuis mars a forcé près de 580 000 personnes à abandonner leur domicile. Une présence russe qui n'est plus la bienvenue sur le sol syrien. Par la voix de son porte-parole, le nouveau gouvernement de transition a fait savoir que la présence des troupes russes n'avait plus de raison d'être avec la chute du gouvernement de Bachar al-Assad. Obeida Arnaout a appelé la Russie à reconsidérer sa présence et à établir des contacts avec les nouvelles autorités syriennes. La Russie peut reconsidérer sa position et prendre l'initiative de tendre la main à la nouvelle administration pour montrer qu'elle n'a pas d'animosité envers le peuple syrien et que l'ère du régime Assad est enfin terminée. Selon le porte-parole, la Syrie est entrée dans une nouvelle phase plus ouverte au monde. Le pays souhaite établir de bonnes relations avec ses voisins et avec la communauté internationale. La Syrie serait déjà en discussion avec les États-Unis pour le retour du citoyen Travis Timmerman détenu dans les prisons du gouvernement d'Assad. En échange, le pays appelle la communauté internationale à reconsidérer la désignation de Hayat Tahrir al-Sham en tant qu'organisation terroriste. Une qualification inexacte selon les nouveaux hommes forts de Damas. Depuis plusieurs années, les conférences internationales sur le climat, dites COP, semblent peiner à apporter des solutions concrètes face aux crises environnementales. Que ce soit pour le changement climatique, la perte de biodiversité ou la pollution, les résultats sont souvent décevants. Cette année encore, de nombreux accords ont échoué à répondre à l'ampleur des défis. Rien que cette année, plusieurs accords ont échoué, de celui sur la biodiversité à la COP sur le climat, en passant par le traité sur les plastiques et maintenant celui sur la désertification. Et l'issue de celui-ci reste incertaine. C'est une période difficile car tous ces processus n'aboutissent pas aux actions nécessaires. Malgré ces échecs répétés, certains estiment que ces négociations sont toujours nécessaires. L'ancienne présidente irlandaise Mary Robinson rappelle que le système des Nations Unies, malgré ses défauts, reste une plateforme indispensable. Le système des Nations Unies est le pire, à l'exception de tous les autres, car il n'y en a pas d'autres. C'est comme la démocratie, comme disait Churchill. Et c'est pourquoi nous cherchons à l'améliorer. Mais la frustration est palpable face à la lenteur des progrès. Inger Andersen, directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement, reconnaît les limites de ce multilatéralisme environnemental. Elle insiste toutefois sur le fait que c'est là que les nations se réunissent. Je comprends la frustration concernant la lenteur et l'ampleur des résultats. Cela aurait pu être plus ambitieux, mais c'est un processus par étapes. Nous avons vu le multilatéralisme, bien qu'il ne soit pas toujours environnemental, traverser des hauts et des bas en presque 80 ans d'existence des Nations Unies. Et pourtant, c'est le seul forum où nous pouvons nous réunir. L'efficacité des COP reste à prouver, mais elle demeure l'unique cadre pour un dialogue global, aussi imparfait soit-il.
Reste à savoir si elles parviendront un jour à répondre à la hauteur des défis climatiques mondiaux.